Merci beaucoup. C'est plus que gentil de nous permettre de venir parler ici. Je veux dire, c'est assez émouvant, surtout après la visite que l'on a eue et les mots qui nous ont été dits sur les illustres prédécesseurs dans cet amphithéâtre. Donc c'est vrai que c'est toujours plus difficile de prendre la parole après. Je ne suis pas totalement certain que ce que je vais vous raconter correspond à vos attentes, à vrai dire. Donc on va bien voir. Ce que je vais faire d'abord, je vais d'abord vérifier que ça marche, oui. Bon, je donne ici mon adresse mail parce que je sais que c'est souvent après, pendant qu'il y a des questions ou des commentaires, ou si vous avez envie de continuer la discussion, n'hésitez vraiment pas. Et donc, si j'ai bien compris, pour avoir lu donc ce qui prévaut à l'organisation de cette journée, on fête les 50 ans d'Apollo, ce qui est certainement une très bonne chose, parce que c'est vrai que c'est, comme je le mets ici, c'était un pari fou de Kennedy, j'en dirai deux mots dans quelques instants. C'est un pari fou quand on réalise que quand il a décidé qu'avant la fin de la décennie 60, donc il a fait ça en 61, il y aurait un Américain sur la Lune, la technologie ne le permettait pas, c'était même pas dans les cartons de la NASA, comme on le sait. On venait juste de passer des lampes au transistor. Il a fallu créer ce qu'on appelle maintenant la microélectronique. Et c'est pour ça que le leadership géostratégique, ils l'ont vraiment gagné, essentiellement par ça, par Silicon Valley. Mais bon, c'est pas ce sur quoi je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu bien sûr des aspects collatéraux qui sont scientifiques. Le programme Apollo était fait pour tout sauf pour la science, mais c'est vrai que les scientifiques américains surtout ont profité de chaque mission pour essayer, mission après mission, de rentrer dans le système. Et comme je vais en dire deux mots aussi, le bilan était impressionnant. Et on est, comme dans tout mouvement, quand on est dedans, on ne prend pas le recul pour réaliser un petit peu ce que le fait d'avoir été sur la Lune nous a apporté. Mais c'est de ça dont je vais essayer de parler aujourd'hui. De montrer comment les études sur la Lune ont modifié considérablement, ont contribué à, c'est pas que la Lune bien sûr, modifié considérablement la vision que l'on a de ce qu'est l'évolution d'un objet planétaire, de la Terre en particulier. Et pour ça, c'est utile, et comme vous êtes historien pour l'essentiel ici, c'est de se souvenir un petit peu ce dont on parlait, quelles étaient les théories, quels étaient les paradigmes de l'époque pour réaliser à quel point ceux sur lesquels on travaille aujourd'hui sont différents, et surtout de montrer que les missions spatiales que l'on prépare, et entre autres, voilà, j'étais en Chine parce que les Chinois actuellement sont très intéressés et font avec un brio remarquable, ils conduisent un programme d'exploration lunaire, de voir que les questions qui se posent par rapport à ça n'ont rien à voir avec les questions scientifiques qui se posaient lorsque le programme Apollo a démarré. Mais pour dire vrai, je pense qu'il y a un anniversaire qu'on oublie trop, qui est un anniversaire qui n'est pas de 50 ans, mais qui est de 60 ans. Et pour moi, et comme personne ne l'a fêté, je vais dire deux mots quand même là-dessus. Il faut réaliser que 10 ans avant, c'est en 59, ce matin dans l'introduction, on nous a expliqué qu'effectivement le spatial est né le 4 octobre 57, et c'est vrai. Il est effectivement né le 4 octobre 57 de la capacité des soviétiques de l'époque de fabriquer par une fusée un engin qui permettait d'aller à 8 km par seconde en orbite autour de la Terre. Mais très rapidement, on a parlé de l'AICA ce matin, mais on ne prend pas la mesure de ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, puisque moins d'un an et demi après, et c'était de octobre 57 à janvier 59, il y a à peine plus d'un an, ils ont décidé de tester la capacité qu'ils auraient à propulser un engin non plus à 7,8 mais à 11 km par seconde, c'est-à-dire lui faire quitter la gravitation terrestre. Et c'est ça qu'ils ont fait avec succès. Alors bien sûr, ils ont choisi le plus simple des objets, et c'était la Lune, 400 000 km. Et donc, c'est en janvier 59 que vraiment on peut dire que l'ère spatiale, en tout cas pour l'exploration du système solaire, est née. Et ça aurait été bien d'ailleurs je ne parle pas de vous bien sûr, mais qu'en général on célèbre ça. Et ce qui est d'ailleurs assez remarquable, je terminerai là-dessus, le Chang'e 4 qui s'est posé sur la face cachée de la Lune, il s'est posé justement en janvier, non pas 59 ou 69, mais 19, c'est-à-dire 60 ans plus tard. Il y a 60 ans entre l'initiation ou l'inauguration des voyages interplanétaires qui ont permis réellement de comprendre beaucoup mieux qu'on le faisait avant quel est le moteur de l'évolution des objets planétaires, et en particulier de la Terre, et aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut comprendre un petit peu comment progressivement les choses sont faites. En 1959, les Soviétiques ont envoyé 3 sondes vers la Lune. Donc la première, je vous l'ai dit, en janvier, puis une, je crois, en mai ou juin, pour planter le drapeau rouge à la surface.
Mais le plus important, quelque part, après l'inauguration donc, de janvier, c'est en octobre 57. En octobre 57, ils voulaient fêter le 2e anniversaire de Spoutnik, ce qui était incroyable quand on y pense. Et ils se sont dit, ce coup-ci, au lieu de viser la Lune, on va viser à côté de la Lune. Et on va viser à côté de la Lune à une distance telle que, compte tenu de la vitesse qu'aurait la sonde quand elle arriverait là, elle aurait exactement le V2R qu'il faut pour passer derrière, c'est-à-dire pour fabriquer ce qu'on appelait un satellite de la Lune. Et tout d'un coup, des scientifiques soviétiques se sont dit, mais c'est incroyable, on va passer derrière, et donc on va observer l'inobservable, c'est-à-dire qu'on va, pour la première fois, être capable d'observer la face cachée de la Lune. Ça date donc exactement de 60 ans. Et là, on s'est dit d'un coup, mais attention, parce que si on veut faire une image pour tout le monde de l'époque, c'était un appareil photo, c'est-à-dire qu'on récupère la pellicule, et puis on fixe, et on révèle et on fixe. Il ne s'agissait pas de ça à l'époque, puisqu'on ne pouvait pas récupérer la pellicule. Et donc, en 6 mois de temps, ils ont conçu un instrument et un système pour prendre des images sur la face cachée, et quand ils passaient de l'autre côté, c'est-à-dire dans la face vers la Terre, de transformer l'image en un train d'onde qui, une fois arrivé sur sol, serait déconvolué pour refabriquer l'image. Et on connaît cette image. Cette image, c'est celle-là. Et cette image, qui est la première image jamais prise dans l'espace, qui se trouve être une image de la face cachée. Alors aujourd'hui, quand on la voit, elle paraît de piètre qualité, puisque très rapidement après, on en a fait de meilleure. Salut Nicolas. Mais quand on regarde cette image qui a donc été faite en 2009, c'est-à-dire 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, on s'aperçoit qu'effectivement, ce qu'ils avaient vu, alors ils avaient effectivement, les soviétiques avaient bien choisi le coup. Vous voyez que sur la face de gauche, il y a du noir, les mers lunaires, et ils se sont dit, on va tâcher de regarder un petit peu de la face qui nous fait face pour voir le contraste mer-continent, parce que si on ne voit rien, on ne saura pas si c'est parce que notre image est de mauvaise qualité ou pas. Et donc les points noirs de la gauche, que vous voyez bien sur l'image de droite aussi, qui a été faite, c'est bien des mers lunaires qu'on connaît bien, et c'est par contraste avec ce qui se passe sur la face cachée qu'on s'est aperçu qu'effectivement, sur la face cachée, il y a effectivement une grande différence avec la face qui nous fait face. Il n'y a pas de mer ou pratiquement pas de mer. Avec une véritable question qui se posait à l'époque, qui se pose moins aujourd'hui, d'expliquer d'où vient cette dissymétrie entre les deux faces, sachant que la cratérisation, bien sûr, elle est isotrope, la Lune tourne bien sûr dans l'espace et est cratérisée de la même manière. Qu'est-ce qui fait que sur la face qui nous fait face, l'existence de la Terre modifie le remplissage en fait basaltique des cratères les plus profonds qu'on appelle les mers lunaires. Ça a été la première image prise dans l'espace et la première interrogation spatiale, si je puis dire, basée sur une information de quelque chose qu'on ne pouvait pas observer depuis la Terre. Donc, bien sûr, 10 ans après, on a eu des images comme ça, qui sont des images faites avec un Hasselblad, un 6.6, par les cosmonautes qui restaient en orbite pendant que les autres étaient au sol, et c'est des images de très grande qualité des mêmes endroits. Mais bien sûr, à nouveau, ce programme Apollo, il a démarré juste après le 12 avril 61, comme ça a été dit ce matin, et je crois qu'il faut prendre la mesure de ce que voulait dire à nouveau Kennedy. Écoutez le discours, parce qu'il est sur YouTube, on peut très bien l'entendre. Il a décalé son discours sur l'Union. Tout le monde attendait la réponse de Kennedy, non pas sur le taux d'inflation, mais après toutes les premières soviétiques, et en particulier Gagarine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là donc qu'il y a eu ce coup de génie de dire, avant la fin de la décennie, il y aura un Américain sur la Lune. Ça a été dit ce matin, ça n'a pas été un programme simple, puisqu'il y a eu en particulier 3 morts d'Apollo 1 en haut de leur capsule en 1966, mais c'est un programme qui a été à son terme, et d'une manière vraiment incroyable. C'est un programme qui, en dollars de l'époque, a coûté 12 milliards de dollars. Le chiffre peut paraître impressionnant, c'est pas grand-chose quand on voit le prix d'un satellite géostationnaire aujourd'hui, même de télécommunications, comme il y en a des dizaines. Mais l'important surtout, c'est que ce prix il a été investi dans ce qui est devenu Silicon Valley, c'est-à-dire dans la microélectronique, parce qu'à nouveau, on ne pouvait pas s'offrir le luxe d'un aller-retour vers la Lune sans une électronique rapide. Donc c'était réellement un coup de génie, comme les Américains ont su en faire. Ils ont aussi fait des coups de pas de génie, et ils en ont fait beaucoup des comme ça. Et il s'est passé un truc très étonnant, et c'est pour ça que je remonte cette image qui a été montrée ce matin. En 68, donc avant Armstrong, on m'a raconté l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie, la CIA a fait courir le bruit que les soviétiques étaient sur le point d'envoyer des hommes sur la Lune. Alors là, ils se sont dit, non, on ne va pas se faire avoir sur ce coup-là aussi. Et il y avait 3 astronautes qui étaient prévus pour faire le tour de la Terre, pour tester tous les systèmes d'Apollo, mais ils n'avaient bien sûr pas encore le module lunaire. Et on a dit à ces 3 personnes, bah, tant pis, vous n'allez pas rester autour de la Terre, vous allez faire le tour de la Lune. Donc ils sont partis vers la Lune, ils ont fait le tour de la Lune, ils sont revenus
pour au moins avoir cette première-là. Et ils ont fait cette image absolument incroyable d'un lever de terre avec la Lune en premier plan. Mais si je montre ça, c'est pour dire que cette image absolument fabuleuse, qui maintenant, et d'ailleurs je remarque à nouveau à quel point tout passe dans le patrimoine, tout le monde a l'impression que cette image a toujours existé. Il faut voir qu'il a fallu beaucoup de gens pour concevoir et réaliser des choses comme ça. Pour moi, la plus importante des images, c'est celle qu'ils ont fait, ces 3 astronautes, lorsqu'ils ont quitté la Terre. Alors ça paraît banal de dire ça aujourd'hui, mais il faut réaliser que cette image était la première image de la Terre vue comme une boule ronde dans l'espace. Avant, la Terre, c'était une boule infinie sous nos pieds. Et je pense que beaucoup ici se souviennent que jusqu'aux années 60, dans les bouquins qu'on appelait de cosmogonie, on démontrait que la Terre était ronde. Aujourd'hui, ça fait bizarre de penser qu'on démontrait que la Terre était ronde, mais c'était pourtant le cas. Et alors, j'ai repris ça suite aux discussions qu'il y a eu un peu, les présentations de ce matin. Quand on voit cette image-là aujourd'hui, parce qu'on est justement habitué, et c'est là-dessus que je veux un petit peu insister cet après-midi, sur la manière que l'on a d'interpréter les choses, ce qui frappe ici, c'est que la Terre est très particulière. Il y a des nuages, une atmosphère, elle est bleue, etc. À l'époque, ce n'est pas du tout le cas. Lisez ce que les gens disaient de ça. Les gens, en voyant cette image, l'ont considéré comme justifiant le paradigme de l'époque, à savoir que la Terre est un objet banal. Et la Terre, il y en a forcément partout des comme ça, parce que la Terre, oui, c'est une boule qui flotte dans l'espace comme toutes les autres. Et je vais revenir un petit peu là-dessus, parce que ça a à voir avec quelque chose que je pense très important, auquel la Lune a été moteur pour modifier les choses. C'est ce concept de pluralité des mondes. Est-ce qu'il y a ou pas de la vie ailleurs que sur Terre ? Et ça, c'est une notion, je trouve, qui vaut la peine aussi d'être travaillée, parce qu'on est actuellement au cœur, je crois, d'une révolution très importante par rapport à ce paradigme-là. Et c'est très lié, justement, entre autres, au fait que c'est dans le voyage vers la Lune qu'on a pour la première fois observé la Terre globalement. Je montre souvent cette chose-là parce qu'il y a un texte ancien que je trouve extraordinaire, qui est ce texte d'Épicure, dans une lettre à Hérodote, moins 300 avant Jésus-Christ, pratiquement il y a 2000 ans. Quand vous lisez ce texte-là, et tout le monde peut se l'acheter, ça coûte 2 € dans la collection, dans toutes les gares de France, c'est tout petit et c'est extraordinaire. Je ne vais pas le relire, c'est souligné. Mais Épicure explique que dans la vision qu'il avait d'un univers infini, il y a nécessairement un nombre infini de mondes comme le nôtre, et disait-il d'ailleurs, un nombre infini de mondes différents du nôtre, ce qui est une des plus belles définitions de l'infini. Et sa conception de l'univers, infini à nouveau, justifiait que forcément il y a pluralité des mondes. Et donc il était convaincu, lui, que c'était le cas, 300 ans avant Jésus-Christ. Et on sait très bien que ce concept-là a été très rapidement arrêté, d'abord en Grèce et puis après avec tous les monothéismes qui ont imposé à la Terre d'avoir été créée unique, centrale, immobile, etc. Et donc non égale à quoi que ce soit d'autre dans l'univers, avec un monde en plus qui s'arrête à la sphère des fixes et puis le monde divin au-delà. Et donc il a fallu attendre, comme on le sait, le XVIe siècle pour que dans ce texte fondateur, quelque part, mais il ne faut pas oublier que 1543, c'est l'année de la mort de Copernic. Il n'a pas pu publier de son vivant, tellement c'était hérétique, cette idée que non, effectivement, la Terre est un objet banal, puisque la Terre, comme toutes les planètes, tourne autour du Soleil. Mais une des personnes dont on oublie trop souvent qu'ils ont joué un rôle majeur, et c'est pour ça que je leur dis ici, malgré tout le côté ésotérique qu'on peut lui reprocher, c'est ce monsieur Giordano Bruno qui est né juste après la mort de Copernic, en 1948, je crois, oui j'ai marqué, italien et tout, et qui lui a proposé des conceptions, c'est à peu près entièrement traduit maintenant en français, donc ça vaut vraiment la peine de le lire, ou sinon vous le lisez en italien, c'est encore plus beau, mais... Et c'est lui qui a proposé la première fois chez nous, à nouveau de revenir sur des thèses d'Épicure, sans d'ailleurs se référer à Épicure. La première chose qu'il a dit, c'est l'univers est infini. Et ça déjà, c'était inacceptable pour l'Église, puisque si l'univers est infini, il n'y a plus de monde divin, il n'y a plus d'espace pour Dieu. Et il a dit, mais si, il y en a forcément, parce que Dieu est partout, donc en fait, il est à l'échelle microscopique, dans les atomes. Il a transféré totalement la personnalisation de Dieu à ce qui est le moteur de toute chose. Donc il n'a pas eu de problème avec ça. Mais bien sûr, il a redit cette chose incroyable, qui est que non seulement l'univers est infini, mais étoiles et soleils sont de même nature. Le soleil est une étoile, les étoiles sont des soleils. Quand on réalise qu'il a fallu pour s'en convaincre scientifiquement. D'ailleurs, lui-même disait, je ne suis pas scientifique, vous ne pourrez jamais démontrer ce que je pense. Je le pense, point. Et il a dit, mais s'il y a une infinité d'étoiles et donc une infinité de soleils, il y a nécessairement, si je crois à Copernic, une infinité de planètes, donc une infinité de terres. Et il est revenu avec cette idée qu'il y a de la vie forcément partout. Et ça, c'est extraordinaire parce que, comme on sait, pour avoir dit ça, il est revenu, sans les nommer encore, au concept d'Épicure, de pluralité des mondes.
Et ça lui a valu d'être arrêté en 1593, il était précepteur à Venise, 7 ans d'inquisition et brûlé vif en 1600, c'est-à-dire 33 ans avant le procès de Galilée. Ce qui est très étonnant si vous lisez les textes de son procès, surtout avant le procès, pendant 7 ans, l'Église a essayé de lui faire abjurer, comme ils ont fait d'ailleurs avec Galilée quelques années après. Il disait, parce qu'il n'a pas dit que ça, il a dit plein de choses, je suis prêt à reconnaître tout ce que vous voulez. Il y a une chose sur laquelle je ne reviendrai pas, c'est sur la pluralité des mondes. C'est impossible, disait-il, qu'il n'y ait pas d'autres endroits où la vie existe comme sur Terre. Donc ça a été absolument extraordinaire parce que, pour moi, c'est le point de départ de ce qui s'est construit depuis, avec d'abord, bien sûr, Galilée, puis tout ce qui s'est passé jusqu'à Newton, l'idée qu'il y a universalité des lois, c'est-à-dire qu'à toute échelle, les mêmes lois opèrent, et que s'il y a les mêmes lois qui opèrent, avec ce syllogisme que personne n'a voulu comprendre comme un syllogisme, les mêmes causes produisant les mêmes effets, s'il y a les mêmes lois, nécessairement, il y aura les mêmes effets ailleurs. Donc, puisque c'est les mêmes lois, en particulier la gravité, le mouvement tel que Galilée le définissait, et Newton après, qui opèrent, nécessairement, il doit y avoir des planètes et de la vie ailleurs. Eh bien, quelque part, en exagérant bien sûr, on peut se dire que 4 siècles de physique ont confirmer cette idée en la validant bien mieux, à savoir que les 4 interactions fondamentales suffisent à rendre compte de la réalité, quelle que soit l'échelle. Donc les mêmes lois opèrent. Mais bien sûr, quand on regarde même la physique, et même la physique assez contemporaine, et on en a encore parlé un petit peu ce matin, il y a une tendance, surtout dans notre société, à tout vouloir unifier toujours. L'unification, et pour moi c'est quelque chose contre lequel il faut vraiment qu'on s'arme, cette idée qu'il faut aller vers rendre compte, les classifications, l'unification, les mêmes choses opèrent. Pour moi, ça obère la possibilité de voir la richesse de la nature qui est justement dans la diversité et pas dans l'unification. Mais en tout cas, c'est toujours ça maintenant qu'on a essayé, et on comprend bien dans les lois de la physique que les théories de l'unification ont jalonné et jalonnent encore une grande partie des recherches. Et donc la question, c'est est-ce que les mêmes lois vont gérer les mêmes évolutions et donc les mêmes effets? Et c'est de ça qu'on s'aperçoit. On s'aperçoit que quand le spatial est né, on était totalement dans ce bain-là. Quand Sputnik est né, et dans toutes les premières missions interplanétaires, cette idée que de la vie existe ailleurs, c'était vraiment tenace chez nous. C'est vraiment un paradigme. Et d'ailleurs, je disais à quelqu'un tout à l'heure, quand je fais des conférences, très souvent, je demande d'abord à l'audience, est-ce qui pense qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? Et tout le monde dit oui. Tout le monde dit oui, à 2 ou 3 près, mais les 2 ou 3, on ne sait pas pourquoi. Et pourquoi les gens disent oui? C'est quand même étonnant, parce qu'il n'y a aucune observation qui dise qu'il y a de la vie extraterrestre, qu'il y a de la vie ailleurs, de même d'ailleurs qu'il n'y a aucune observation qui dise le contraire. La question de savoir s'il y a de la vie ailleurs ou pas n'est pas du domaine encore de l'approche scientifique. C'est totalement dogmatique. C'est une réponse à ce que les siècles ont construit comme vision que l'on doit avoir, quasi idéologique. Les pesanteurs sont très fortes. En tout cas chez nous, ce n'est pas vrai dans toutes les sociétés de notre planète, bien sûr. Mais chez nous, c'était le cas, et ça l'a été d'une manière très durable. Et vous voyez pourquoi je dis ça, c'est que cette idée-là, que quand on observe la Terre comme ça, le réflexe que l'on a, c'est de dire, effectivement, la Terre, elle est comme toutes les autres. C'est une boule qui se déplace comme toutes les autres, et le fait qu'elle soit ronde suffit à comprendre et à interpréter cette image-là et s'en réjouir. Il a fallu, comme on le fait maintenant, plusieurs décennies, et je vais simplement jalonner très rapidement, pour comprendre que ce qui frappe sur cette image, c'est pas que la Terre est comme les autres, c'est que justement elle n'est pas comme les autres. Et non pas qu'elle n'est pas comme les autres qui, elles, seraient toutes les mêmes, c'est que chaque objet planétaire est différent. Et ce qu'on fait dans notre discipline maintenant, c'est de comprendre justement le moteur de l'évolution qui explique comment, à partir d'un effondrement commun d'un nuage, on arrive à la diversité qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ça qui est passionnant. Donc, quand Apollo est arrivé, on était totalement dans cette affaire-là, puisque quelques mois avant, on avait... Alors, quelques images, puisque tout le monde va les voir dans quelques mois, et que moi j'adore ces images-là, je dois dire, d'Apollo 11 à Apollo 17, à part Apollo 13, donc il y a 6 missions qui sont posées, avec les 3 dernières, 15, 16 et 17, avec même des engins comme ça, qui avaient la capacité d'aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres chercher des échantillons, avec des engins électriques roulants, assez vite d'ailleurs, et qui pouvaient communiquer directement avec Houston. Et ce qu'il faut voir aussi, ce qui est extraordinaire, comme la Lune est à 1 seconde-lumière de la Terre, vous communiquez vraiment en temps réel. Là, il se trouve que j'étais donc en Chine où on communiquait, j'étais avec les opérations de Chang'e 4 là, qui s'est posé sur la face cachée. C'est absolument incroyable. Vous envoyez un ordre et puis vous regardez l'image et vous voyez l'ordre qui est arrivé. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est plus commode qu'avec Mars, et je pense que Nicolas va nous en causer. C'est commode d'avoir un objet qui est quasiment à la même distance lumière que nous. Donc il y a eu, ça c'est Apollo 17 avec Schmitt, mais j'en dirai pas plus.
Une chose qui est importante, et vous verrez pourquoi je le dis, c'est qu'au même temps qu'il y avait le programme Apollo, et personne n'en parle, les soviétiques continuaient leur programme. Les soviétiques avaient une stratégie indiquée par un mec qui est absolument génial, qui s'appelle Korolev, qui a construit toute l'astronautique mondiale, on peut dire, et entre autres soviétique. Il a construit tout ce que voulait dire les vols habités, etc. Et il avait une théorie, enfin en tout cas une idée. Il faudra envoyer des robots partout dans le système solaire et des hommes autour de la Terre. Les stations orbitales, etc. Mais il n'a jamais, lui, conçu l'idée qu'il faudra envoyer des hommes ailleurs que sur Terre. C'est pour ça que l'idée qu'ils étaient sur le point d'envoyer des gens sur la Lune était une idée fausse. Mais il a voulu fabriquer des engins pour aller automatiquement se poser à la surface de la Lune, récupérer des échantillons et les rapporter sur Terre. Mais ils ont fait ça 3 fois, Luna 16, 20 et 24. Luna 16, c'est en 70, donc vraiment en même temps que le début d'Apollo, et 20 et 24, le 24, c'était en 76. J'aime beaucoup ces images-là, c'est des chromos qui ont été faites par un monsieur que tout le monde connaît, il s'appelle Leonov, c'était le premier piéton de l'espace, comme on dit. Il était peintre aussi, c'est lui qui s'amusait, comme on le connaît ce monsieur, et qui nous a fait de belles images. On les montre. Et alors, il y a quelque chose de très étonnant, parce que 76, c'était à la fin du programme Apollo qui s'est arrêté en 72. Et avec les échantillons d'Apollo, on a découvert un truc intéressant qui maintenant paraît banal, c'est que ce qu'on appelle le régolithe, donc la surface de la Lune, à cause des impacts, c'est des choses qui s'empilent comme ça les uns sur les autres. Et donc, si vous êtes dans un endroit qui s'est tranquillement empilé au cours du temps, vous voyez que plus vous allez profond, plus vous allez avoir un échantillon qui était en surface il y a longtemps dans le passé. Et typiquement, c'est vous reculez de 1 milliard d'années par mètre, ce qui est assez remarquable. Et donc les soviétiques, au courant de ça, se sont dit, si c'est comme ça, on va creuser sur plus de 2 mètres. Ils ont fait une carotte de 3 mètres, comme est inclinée, on va jusqu'à 2,40 mètres. Et si on a la capacité de récupérer des échantillons à différentes profondeurs, enfin sur la carotte, on peut observer ce qui était le milieu interplanétaire, donc l'environnement dans lequel était la Lune, donc ce qu'était le Soleil essentiellement, au cours du temps sur plus de 2 milliards d'années, ce qui était un truc extraordinaire. Et donc ils ont fait ça, avec cette idée que si vous récupérez une carotte de 2,40 mètres, 23 mètres, vous ne la rentrez pas comme ça automatiquement dans l'atmosphère de la Terre. Il faut voir qu'au sommet de tout ça, vous voyez la partie haute. La partie haute ici, c'est une fusée qui est mise à poste automatiquement ici, qui repart avec les échantillons qui sont là-dedans sur la Terre. L'image suivante d'ailleurs montre le petit dessin où vous avez le truc qui repart. Mais je reviens à celle d'avant parce que la manière qu'ils avaient de fabriquer un système qui pourrait ramener une carotte, c'est que vous avez un système en acier inox qui va faire la carotte sur 3 mètres, et au fur et à mesure que vous l'extrayez, vous emprisonnez votre carotte dans un tube, eux, ils avaient mis ça dans du téflon, et une fois que l'acier inox est parti, vous pouvez enrouler votre carotte comme un petit escargot. C'est ce qu'ils ont fait avec ce système qui est là, et c'est rentré dans ces trucs-là. C'est arrivé, c'est reparti vers la Terre, c'est arrivé dans le Kazakhstan, ils ont déroulé la carotte, et ils ont retrouvé la stratification quasiment au centimètre près. Donc on a un peu plus de 2 milliards d'années reconstituées avec une constante de temps, une imprécision de quelques millions ou dizaines de millions d'années, ce qui est absolument remarquable. Donc ça, c'était Luna 24, et c'est la dernière fois qu'il y a eu un retour d'échantillons de la surface de la Lune. Alors, au total, 384 kilos exactement d'échantillons Apollo sur les 4 sites, remarquable, plus de 300 grammes, bien sûr beaucoup moins, mais quand même plusieurs centaines de grammes ramenés par les saisons. Alors qu'est-ce que ça a fait tout ça? Je ne vais pas en dire beaucoup, puisque ce n'était pas le but ici, mais quelque chose. À nouveau, parce que c'est tellement passé dans le patrimoine qu'on ne réalise pas ce qu'est. La première chose, c'est qu'on a été capable de dater ces échantillons, en particulier dans l'IPG, ou l'ancêtre de l'IPG, enfin l'IPG qui n'est pas un ancêtre, mais l'ancêtre de ce bâtiment. Il y a eu des datations, ici c'était uranium-uranium, mais il y en a eu avec potassium-argon, qui est devenu argon-argon, 39-40, et d'autres techniques, surtout rubidium-strontium, qui ont permis de fabriquer ce qu'on appelle un âge modèle, c'est-à-dire l'âge de formation du système solaire. Non pas l'âge de dernière cristallisation des roches, qu'on peut aussi mesurer, mais l'âge à partir duquel le réservoir primordial s'est figé. Et on a trouvé ce chiffre extraordinaire de 4,567 milliards d'années. À quelques millions d'années près de résolution, on a eu ce chiffre. Et en comparant ça à tous les autres échantillons que l'on avait, la Terre elle-même et les météorites, dans la diversité de ce qu'ils étaient, même si on ne connaissait pas l'origine, on a trouvé qu'effectivement, il y avait bien le même âge. Et donc ça a donné naissance au deuxième point que je mets ici. Vous savez que jusqu'à cette époque-là, il y avait toujours 2 modèles qui s'opposaient. Celui, disons, de Laplace et Kant, comme on dit chez nous, mais il n'y a pas que, qui avait proposé la théorie de la nébuleuse, c'est-à-dire que le Soleil et les planètes font partie d'un système et qu'ils proviennent de l'évolution d'un même gaz initial, une même nébuleuse. Et puis il y avait les théories catastrophistes, dont l'une provient de l'autre côté de la rue Cuvier, puisque c'était M. Buffon qui avait proposé ça le premier.
C'est pas ce qu'il avait fait de plus brillant, je crois que c'était sûrement un très bon naturaliste, mais pas un excellent astrophysicien, on dirait aujourd'hui, puisqu'il avait proposé que les planètes étaient toutes nées de morceaux de soleil qui étaient partis comme ça, à des âges différents. C'est vrai qu'on n'avait aucun moyen de mesurer des âges, et donc il n'y a rien qui disait que Mars, la Lune, la Terre, Vénus, etc., avaient le même âge. Il avait proposé qu'ils ne l'avaient pas, et que c'était des morceaux qui avaient été extraits du soleil à des moments différents par effet centrifuge, quoi. Bon, donc... Et ensuite, l'école anglaise en particulier avait travaillé là-dessus jusqu'au milieu du XXe siècle. Il y avait encore des écoles catastrophistes assez importantes. Bref, le retour d'échantillons lunaires a donné un coup fatal à ces théories-là et a vraiment assis la notion de système, qui aujourd'hui est bien sûr acquise par tout le monde, puisqu'on voit des systèmes stellaires ailleurs que dans notre système solaire. Mais ça on le doit aux échantillons lunaires. Et puis, il y a eu, ce sur quoi je vais maintenant insister un peu plus, l'invalidation des 3 modèles précédents de scénarios de l'origine de la Lune. Quand les missions Apollo sont parties, puis les missions Luna, il y avait 3 propositions sur l'origine de la Lune. Capture, coaccrétion, et comme on sait, et des morceaux aussi, comme le fils Darwin avait proposé, de la Terre qui avait été éjectée comme ça à l'état liquide. On s'est aperçu avec le retour des échantillons que quand on mesurait les propriétés d'échantillons, aucun des scénarios ne collait. Il a fallu en inventer un autre, et on le connaît bien sûr maintenant, qui a été pas mal validé, le 4e. Mais ça, c'était très important. Le fait que, vous savez, quand vous avez un modèle quelconque, et c'est ça l'approche scientifique par rapport au dogme, c'est que vous avez un moyen de le valider. C'est-à-dire que vous concevez une expérience qui, ensuite, va confirmer ou invalider. Eh bien, les retours d'échantillons, c'est exactement ça. Il y avait un modèle possible de formation de la Lune. Vous proposer une expérience, on va chercher des échantillons, on mesure les propriétés, et le résultat, c'est qu'aucun des modèles ne collait avec ce qu'on mesurait à l'époque. Donc, ça a été, voilà, rapidement dit, les années 60 et 70 vues à travers la Lune. Et il y a une chose marrante aussi, c'est qu'avant même que le programme Apollo ait conclu en 69 par le fait qu'il soit posé, les Américains ont conçu le programme Viking, et ce matin, il en a été question parce qu'on s'est aperçu que cette affaire de vie ailleurs et de vie sur Mars était tellement prégnante qu'il fallait bien sûr la tester. Et donc le programme Viking a été conçu dès les années 68 avec comme objectif de se poser le 4 juillet 76 pour fêter le 200e anniversaire de la création des États-Unis, la Constitution, Lincoln. Et donc, mais c'est une mission extraordinaire parce que les engins, ils sont à peu près à l'échelle de l'image une fois projetée ici. Et il y en avait 2, Viking 1, Viking 2, qui sont arrivés à quelques jours près, effectivement en juillet 76. C'était la première mission que l'on peut appeler exobiologique. Mais, je le dis tout de suite, et c'est utile d'aller dans les textes pour s'apercevoir, parce qu'aujourd'hui, on pervertit un petit peu les choses. On dit souvent maintenant, Viking était là pour savoir s'il y a de la vie sur Mars. Ce n'est pas vrai. Les gens tout le monde était, et Carl Sagan bien sûr le premier, mais tout le monde était tellement convaincu qu'il y avait de la vie partout, qu'il y avait forcément de la vie sur Mars. Les 3 expériences principales de Viking, que pas mal de gens dans la salle doivent connaître, c'était des expériences qui étaient là pour caractériser le métabolisme martien. Il s'agissait de savoir si sur Mars, le vivant, c'était comme nos plantes, absorbent du CO2 et recrachent de l'oxygène, ou absorbent de l'oxygène et recrachent du CO2, comme nos mammifères. C'était ça les objectifs de Viking. Et d'ailleurs, les laboratoires qui ont fait ça, dont le laboratoire Goddard, qui a fait le spectrum de masse le premier, ce qui vole actuellement, c'est toujours les enfants de ces spectromètres qui sont absolument remarquables. Hein. C'est des expériences. Et c'est le même groupe quasiment. Celui qui dirige aujourd'hui ces expériences-là, aussi bien sur Curiosity enfin sur toutes les missions qui partent d'ailleurs maintenant, il était étudiant à l'époque de ceux qui ont conçu ça. Et donc il y avait un bras qui était effectivement, et j'adore cette image-là parce que c'est une vraie image prise à l'époque, donc on voit déjà les pelletées qui ont été prises et qui ont été mises dans les 3 fameux récipients avec des solutions nutritives à nouveau pour savoir comment le métabolisme martien modifierait ces solutions nutritives qui étaient envoyées avec des espèces marquées isotopiquement en plus pour être sûr que ce n'était pas de la contamination terrestre. C'était très très belles expériences et on connaît le résultat. Rien des résultats n'exigeait du vivant pour être interprété. Et donc c'est ce que je mets là. 76, ça a été le premier choc ou bousculement de cette théorie de pluralité des mondes. Là, les gens ont commencé, surtout aux États-Unis, qui étaient vraiment très tenants de ça, se dire il y a quand même un problème. Surtout qu'assez rapidement, il s'avérait que, en plus, là où les Vikings se sont posés, c'est même étonnant. Aujourd'hui, quand on regarde où ils se sont posés,
On se demande comment les gens ont même pu penser qu'il pouvait y avoir de la vie là-bas, à cet endroit-là. L'atmosphère ne protège tellement pas le rayonnement ultraviolet que même les molécules cassent toutes et que le CO2 est reconstitué à partir des débris. Bon, bref, c'était ça qui était conçu et ça a été la première chose. Alors, il y a une chose que je note juste en passage, et je vais revenir à la Lune quand même. On est en 1976 et on se dit, surtout quand on est américain, voilà, ça ne marche pas sur Mars ou ailleurs dans le système solaire. On peut avoir de l'eau liquide à l'état stable en surface. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu cette idée, qui n'était pas encore comprise d'ailleurs comme telle, maintenant seulement on commence à la comprendre, peut-être que je dirai un mot si j'ai le temps, mais pas sûr, que la vie et l'eau sont liées. Puisqu'on pensait qu'il y a de la vie partout, c'est qu'il y a de l'eau partout. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que de l'eau sur Mars, il n'y en a pas, on comprend bien pourquoi, la pression, la température, ça va, la température le permettrait, mais c'est la pression qui ne le permet pas. On est en dessous du point triple ou proche du point triple. Et donc, avoir des conditions où on est entre le point triple et le point critique, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Et donc, on se demande où dans le système solaire peut-il y avoir de l'eau stable à l'état liquide. Et quand vous regardez tous les objets au télescope, il n'y en avait un seul, qui permettait de dire qu'il y a de l'eau liquide stable à la surface. Et cet objet, c'est Titan. Titan, c'est le plus gros des satellites de Saturne, c'est 10 fois plus loin du Soleil que n'est la Terre. Mais la seule chose qu'on voyait dans le spectre de Titan, c'est une énorme bande à 3,1 microns, qui est la bande du méthane. Cette bande était tellement la seule d'une part et très, très prononcée que les gens se disaient mais il y a peut-être 90% de méthane à la surface, c'est un gaz à effet de serre, on le sait bien, donc ça bloque le rayonnement infrarouge. Donc quelle que soit la distance, ça va mettre du temps à chauffer, mais si tout est bloqué par l'atmosphère, ça finira par chauffer, la température va monter au-delà de 0,2 degrés Celsius, et si on a suffisamment, la pression permettra à l'eau d'être stable à l'état liquide, et s'il y a de l'eau et du méthane, c'est-à-dire de l'eau et du carbone, banco, il y aura de la vie. Si vous regardez, et je pense qu'on les trouve encore, tiens, j'aurais pu vous envoyer, parce que j'ai au labo, les diapositives qui étaient proposées à l'époque par la NASA pour que la mission qui ne s'appelait pas encore Voyager, elle s'appelait le Grand Tour, aille sur Titan. Vous voyez une simulation de la sonde qui arrive près de Titan et qui, au moment où elle arrive à Titan, il y a des geysers, il y a quasiment un dauphin qui saute, quoi. Et c'est ça qui a fait passer la mission Voyager, où il fallait partir très vite parce qu'on a profité d'un alignement de planètes pour aller rapidement, non pas sur Saturne, mais vraiment sur Titan, pour faire un survol rapproché de Titan, pour voir si oui ou non il y avait de la vie en activité avec, ce que je vous ai dit, surtout de l'eau qui gicle. Sur le passage, ça fait, donc elle est partie en 77, en 79, elle est passée près de Jupiter, c'était juste un flyby, un survol. Elle a fait un truc que je trouve incroyable, c'est qu'elle a réussi pour la première fois à imager les 4 satellites galiléens, qui sont ici représentés à leur échelle relative avec Jupiter, mais bien sûr pas à leur position relative, sinon ça ne tiendrait pas dans la diapo. Et cette image-là, elle est absolument incroyable, parce que de la découverte par Galilée en 1610, en haut du campanile de la place Saint-Marc, à cette image-là, c'est-à-dire à ces images-là, 1979, on peut dire que pour l'essentiel, notre compréhension des satellites galiléens, elle n'avait pas bougé. On les voyait tourner, on connaissait un tas de choses, mais on ne savait pas du tout à quoi ils ressemblaient. Tout d'un coup, il y a un survol des 4 et on trouve ça. Et personne n'avait envisagé ce qu'on trouverait. Juste une anecdote, celui en bas à droite là-bas, qui s'appelle Io, c'est l'objet le plus volcanique du système solaire. Personne ne l'avait prévu, sauf une personne, un certain monsieur qui s'appelle Stanley Peale, qui est mort il y a très peu de temps d'ailleurs. Ce monsieur-là, il avait fait un calcul relativement simple, qui disait, voilà, Io, tout ça c'est des objets qui ont à peu près la taille de nos planètes, on va dire, entre la Lune et la Terre. Bien sûr, à cause de Jupiter à côté, il y a un énorme effet de marée, donc il y a un énorme bourrelet. Mais comme Io a une trajectoire qui n'est pas strictement circulaire mais elliptique, sa vitesse n'est pas constante, donc les bourrelets, à cause de ça, tentent à osciller par rapport à la direction du centre de Jupiter. Il avait simplement, plus la perturbation des autres satellites galiléens qui passent, il avait calculé que l'énergie dépensée uniquement par l'oscillation des bourrelets due à l'effet de marée donc gravitationnelle de Jupiter il avait calculé qu'il y avait un facteur 1000 au-dessus de l'énergie dans la Terre. Et donc, il terminait en disant, c'est un objet qui est incroyablement volcanique, c'est l'objet le plus fou du système solaire. Eh bien, aucune revue scientifique n'a voulu accepter son papier en disant, ce mec est timbré. Il n'y a que Science, 15 jours avant, qui s'est dit, on ne sait jamais. Ils lui ont donné 2500 mots. Il a publié son papier. Il est venu à Reims, il a acheté 2000 bouteilles de champagne pour revenir à JPL le jour du survol. Il était sûr de son coup et il a gagné. C'est-à-dire que quand on est passé au-dessus de Io, il y avait des volcans qui crachaient jusqu'à 300 km d'altitude. Et comme il y avait 2 Voyager, le deuxième est arrivé 2 ou 3 mois plus tard, le premier volcan était éteint et il y en avait 2 autres qui étaient allumés. La surface de Io, c'est la surface la plus volcanique du système solaire. Tout point à la surface de Io est recouvert par de la lave à l'échelle de quelques milliers d'années. Si vous direz, toutes les couleurs que l'on voit dessus, c'est les degrés d'oxydation des oxydes
de soufre qui dépendent de la température. Donc Io, incroyable. En haut à gauche, Callisto. Si vous avez une image agrandie de Callisto, vous ne verrez pas la différence entre ça, les cratères de la Lune, les cratères de Mars. C'est l'objet cratérisé à saturation après le grand bombardement, comme on en connaît beaucoup dans le système solaire. Au-dessus de Io, là-bas, tout blanc, c'est Europe, pas un cratère d'impact, que de la glace, des failles, des structures, etc. Et entre les deux, Ganymède, un mélange des deux. Que se fait-il pour que 4 objets qui sont au même point dans notre galaxie, formés au même moment, il y a 4,6 milliards d'années, d'un même matériau, après 4,5 milliards d'années, se trouvent dans un tel état de diversité? Je ne pose pas la question pour y répondre, mais c'est pour vous dire que ce qu'on a découvert avec ça est pour moi exemplaire de la diversité dans le système solaire que l'exploration spatiale est en train de révéler. Il n'y a rien, a priori, qui explique ça facilement. J'ai dit 2 mots pour Io, mais on comprend qu'à ce moment-là, les 4 interactions fondamentales doivent être prises en compte pour comprendre l'évolution planétaire. C'est beaucoup plus compliqué que pour une étoile pour laquelle il n'y a que l'interaction forte qui travaille quasiment, et on y arrive. Là, il faut qu'on comprenne tous les faits corrélés avec des constantes de temps qui vont varier, de la gravité, de l'interaction forte, de l'interaction faible, de l'électromagnétisme. Donc c'est des choses compliquées, mais bien sûr passionnantes. Donc voilà. Compte tenu de tout ça, la sonde, elle est en chemin et elle va vers, non pas seulement Saturne, mais Titan. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. On va vers Titan, et la caméra, vous avez vu ce qu'elle a fait sur Jupiter, elle était absolument extraordinaire. Donc on arrive à Titan, à Saturne, en disant ça va être... Et en arrivant sur Saturne, on voit sur Saturne des taches rouges et tout ça, elle dit c'est génial, on a une structure comme sur Jupiter, on voit l'atmosphère parfaite. La caméra marche. Il pointe la caméra vers Titan, rien. On a l'image de droite là, on voit rien. Il dit c'est pas possible, la caméra qui tombe en panne à ce moment-là. Il repointe vers Saturne, on revoit toutes les structures, etc. Super, ça remarche. Il repointe vers Titan, rien. Et il s'aperçoit que ce n'est pas un problème de caméra, c'est un problème de Titan. C'est que sur Titan, si on ne voit pas, c'est qu'il n'y a rien à voir parce qu'il y a un brouillard à couper au couteau avec des particules en suspension dans l'atmosphère et que contrairement à ce que l'on pensait, ce n'est pas le méthane qui domine, il y a 1% de méthane et que les 99% restants, c'est de l'azote moléculaire, c'est N2. Mais comme N2, on le sait, ce n'est pas un gaz à effet de serre, il n'y a pas de transition autorisée dans l'infrarouge, donc on ne peut pas le voir télescopiquement, évidemment. Et personne n'a pensé qu'un gaz qu'on ne voit pas pourrait exister, même si après tout le monde a dit « je savais que », non, personne ne l'avait proposé. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est probablement une atmosphère d'azote. On pensait au démarrage en équilibre avec de l'azote liquide. C'est peut-être pas que de l'azote liquide, ça peut être des hydrocarbures liquides, mais enfin, il fait pas loin de moins 200 à la surface de Titan. Il n'y a pas d'eau liquide. Et de ce point de vue-là, comme j'ai dû le mettre un petit peu plus loin, voilà une des meilleures images qu'on a pu avoir à l'époque, qui est le limbe de Titan vu par Voyager. Ça n'a pas empêché qu'une mission spécifique aille quand même voir ça, et à travers les bandes de transparence du méthane et d'autres constituants, on a pu mettre en évidence des structures sur Titan qui sont remarquables et qui racontent beaucoup de choses de l'histoire de Titan. Mais du point de vue exobiologique, c'est un peu compliqué. Donc c'est le second grand choc contre la pluralité des mondes. Donc vous voyez, on arrive déjà dans les années 80 et on voit que ça commence à s'ébranler un petit peu de partout. Et arrive cette histoire maintenant qui va commencer à répondre à cette question de la diversité quand il a fallu répondre à la question de l'origine de la Lune. Et donc, il a fallu, à partir de la fin des années 70, et puis surtout dans les années 80, essayer d'expliquer, sur la base des analyses des échantillons, comment la Lune s'est formée. Là, j'ai mis la citation du premier papier qui indique ça. C'est de Bill Hartmann et Donald Davis, qui date de 1975, qui est le premier, je crois, papier à avoir dit que peu de temps après la formation du système solaire, on avait des dizaines il appelait ça des planétésimaux, mais c'était plutôt des protoplanètes dans le système solaire interne qui devaient rentrer en collision assez largement et que la Terre a dû subir aussi la collision par un de ces objets-là et que la Lune pourrait en être un des résultats. Beaucoup de choses ensuite ont continué sur cette base-là et la théorie dite des impacts géants a fait beaucoup de progrès parce qu'elle a été à la fois modélisée, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont essayé de regarder comment dans une dynamique d'évolution primordiale on peut expliquer cela et avec des confirmations expérimentales assez fortes. À nouveau, comme toute théorie, ça peut évoluer, mais pour l'instant, je dirais qu'il y a vraiment un consensus très large sur le fait que la Lune procède de cela. Et donc, l'idée de l'impact, c'est que dans la géométrie très particulière, et je vais revenir là-dessus, de l'impact que la Terre a subi avec un objet qui a typiquement la taille de Mars aujourd'hui, plus que le 10e de sa propre masse,
eh bien, il y a un disque de matière qui s'est formé autour de la planète et que la Lune s'est réaccrétée à partir de ce matériau-là. D'une partie du matériau terrestre, des couches extérieures, plus une grande partie, peut-être la totalité, de l'impactant lui-même, l'impacteur ou impactant, je ne sais pas comment on dit, sauf peut-être s'il avait un noyau, son noyau a pu se mélanger au matériau de la Terre, qui est devenu un magma global, et se retrouver dans le noyau de la Terre ensuite. Donc ça, c'était important, parce que, comme on le sait, plus de 10 ans après, presque 20 ans après, Jacques Lascar, je crois que son premier papier date de 1993, qui est un astronome français qu'on connaît bien, l'Observatoire de Paris, qui travaille toujours, c'est lui le premier à avoir proposé ça, que la Lune a eu un effet majeur sur l'évolution de la Terre. C'était un papier très intéressant. Je crois que sa première publication, il l'a fait comme dans la revue Pour la Science. Vous savez, c'est la traduction des Scientific American, dans lequel il y a un papier français. Eh bien, il y a toujours un papier français en plus. Je crois que l'article de Jacques Lascar était celui-là. Et si cet article est bon, ensuite, le Scientific American le retraduit en américain. Eh bien, cet article n'a jamais été retraduit après, pour dire à quel point il heurtait, et d'ailleurs en grande partie il heurte toujours, une grande partie de la communauté. Son travail est un travail qui n'est pas du tout intuitif. D'abord, je ne vais pas vous résumer en une demi-minute, et en plus, ce n'est pas du tout quelque chose qui est facile à expliquer. Comment la Lune peut effectivement stabiliser l'obliquité de la Terre à l'angle. Ce qu'a montré Jacques, c'est que l'angle actuel de 23,30 degrés, il est comme tel depuis que la Lune est la Lune, donc depuis qu'elle a été formée, et avec une oscillation inférieure à 1,2 ou 1,3 degrés sur plus de 4 milliards d'années. En l'absence de lune stabilisatrice, l'obliquité change, mais elle change d'un point de vue chaotique, c'est le chaos qui gère ça, et la pseudo, si on peut dire, période d'évolution, c'est à l'échelle du million d'années. On le voit actuellement, en particulier sur Mars. Mars n'a pas de lune stabilisatrice, il y a bien 2 lunes, Phobos et Deimos, mais la plus grande fait 20 km, elles ne peuvent pas avoir ce rôle-là, et on voit l'oscillation, puisqu'il a proposé lui-même, Jacques Lascar, qui a un peu plus de 2 millions d'années, l'obliquité qui est à peu près de 25 degrés maintenant est été de 35 degrés. Les gens qui ont fait de la modélisation tout près d'ici, au LMD, de l'autre côté de la rue, ont montré que si on passe de 25 à 35 degrés, les glaces des pôles à ce moment-là, ce sublime au pôle, vont se recondenser dans des endroits particuliers qui sont les flancs ouest des grands volcans presque équatoriaux martiens actuels. On a recherché, le 11 c'est surtout une équipe américaine de Brown University qui a recherché les traces à la surface et on a montré, effectivement, je ne sais pas si Nicolas a prévu d'en parler, on a trouvé à la surface des dépôts glaciaires qui datent de cette époque-là. Donc effectivement, sans lune stabilisatrice, l'obliquité n'arrête pas de changer parce que quelques millions d'années sur des milliards, ça n'arrête pas. On imagine ce qu'aurait été l'évolution du climat terrestre si de temps en temps les pôles allaient dans la direction du Soleil. Il n'y a plus de stabilité du climat, il n'y a plus d'océans qui tiennent le coup, etc. Alors si je dis tout ça, c'est parce que la stabilisation du climat, on comprend bien qu'en particulier pour la biosphère, elle est fondamentale. Et il y a donc un rôle fondamental décrit en fait depuis une vingtaine d'années maintenant de la dynamique primordiale du système solaire qui a donné naissance à la Lune, du chaos dans l'évolution qui était totalement pas pris en compte jusqu'à cette époque-là, et surtout de la contingence. Et je vais redire un mot sur la contingence pour dire que quand vous faites la modélisation de ce qu'auraient été les effets de cet impact, si le rapport de masse de l'impacteur à la Terre avait été différent, si l'angle d'attaque avait été différent, c'est inimaginable. Vous apercevez, alors attention, il faut le dire avec, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un grand dessein, que quelqu'un a choisi que ça soit dans cette direction-là, bien sûr. Mais ça veut dire que tous les possibles existent a priori et on est dans l'un d'entre eux. Et ce possible-là, il fait que si ça avait été un choc frontal, on ne serait pas là parce que les deux auraient été détruits, la Terre probablement l'aurait été. Ça avait été trop rasant, l'essentiel des débris aurait une vitesse qui est telle qu'il n'y aurait pas eu de disque suffisamment grand pour réaccréter une Lune de masse suffisante. Des lunes, il y en a partout, à peu près partout. Ce qui est important dans le système, c'est que la masse de la Lune par rapport à celle de la Terre fait qu'elle a un rôle mécanique, un rôle gravitationnel important. Eh bien, la sensibilité des paramètres de l'impact, à nouveau, rapport de masse, géométrie de l'impact, etc., est telle que des lunes comme la nôtre, on n'en a pas trouvé d'autres dans le système solaire, même si on pense que, par exemple, Phobos et Deimos pourraient en être, mais justement, et c'est pour ça qu'on fabrique avec les Japonais une mission qui s'appelle Mars Moon Explorer, pour voir comment, dans d'autres conditions d'impact, on fabrique précisément des lunes et donc des effets totalement différents. Et quel est le degré de sensibilité? Est-ce que la probabilité d'avoir un système Terre-Lune, c'est 1 sur 1 million, 1 sur 1 milliard, 1 sur 1 milliard à la puissance 1 milliard, etc. Dès qu'on commence à faire ce genre de choses, on s'aperçoit que, à cause de cette sensibilité,
que ce qu'est devenu la Terre, eh bien, on le doit à une succession de contingences extrêmement importantes. Et c'est ça que la Lune, quelque part, nous dit. Alors, sur cette affaire de contingence, il y en a beaucoup d'autres. On sait que la Terre est rentrée dans un statut de magma global. On a de bonnes raisons de le penser, par la constitution essentiellement du matériau qui a donné naissance au noyau et à la croûte, au manteau et à la croûte, enfin à la sténosphère de fait, et à la croûte. Ce magma, il est à plusieurs milliers de degrés, y compris au centre, avec le fer. On sait qu'il y a eu un rôle très important lorsque ce magma s'est refroidi par rapport à l'océan et à l'apport d'eau sur Terre. Et je vais en dire un mot parce que l'eau, bien sûr, a été fondamentale, en particulier pour l'origine du vivant sur Terre, et peut-être aussi pour la tectonique des plaques. Et pour ça, je vais simplement, en 2 minutes, introduire un autre processus que j'aime bien présenter, parce que d'abord, c'est en France qu'il est né, et qu'il montre aussi ce rapport de la généricité d'un processus. Un processus peut être générique au sens où, comme pour les impacts, c'est un processus très générique, partout il y a eu des impacts, mais la forme particulière que ça va prendre va, elle, générer une évolution particulière. Donc ce qui est important pour l'évolution, ce n'est pas l'existence de processus, c'est la forme que vont prendre ces processus. Eh bien, l'autre processus très important, c'est lié à la migration planétaire. C'est la notion de migration planétaire, c'est une notion dont on sait maintenant qu'elle est parfaitement générique, que personne n'avait anticipé avant qu'on découvre dans les exoplanètes que toutes les exoplanètes que l'on voit résultent de migration. Et la migration veut simplement dire que quand vous accrétez une planète, surtout une planète géante de grande masse, avant, on pensait que ce qui dominait, c'était l'interaction entre cette planète et l'étoile centrale. On sait maintenant que ce n'est pas ça qui domine. C'est l'interaction couplée entre, pour cette planète, l'étoile centrale et le disque de gaz et de grains qu'il y a en plus. Tant qu'il y a du disque, c'est l'interaction avec le disque qui va faire qu'un certain nombre de particules du disque vont être éjectées, il y a des sillons qui vont se creuser, et la planète va se déplacer. Et la question, bien sûr, qui se pose, elle est née du fait que lorsqu'on observe les systèmes externes, et je pense que Sylvain tout à l'heure va peut-être en dire 2 mots à propos des exoplanètes, on découvre que dans toutes les exoplanètes, la première qu'on a trouvée sur Pégase, c'est une planète qui va à peu près la masse de Jupiter, la moitié, mais qui se retrouve 10 fois plus près de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Et ça, c'était un vrai problème parce que l'idée que l'on se faisait, qu'on se fait toujours, de la fabrication, si je puis dire, de la création d'une planète géante, une planète géante, c'est une planète qui peut accréter le gaz tant qu'il y en a dans la cavité. Il faut le faire vite parce que l'étoile centrale chasse tout. Donc à l'échelle de peut-être pas des millénaires, mais en tout cas mieux que le million d'années, il faut avoir un noyau suffisamment gros pour accréter du gaz. Si vous le faites uniquement avec les minéraux au centre de la cavité, ça ne va pas marcher, il n'y en a pas assez. On voit bien la taille de nos planètes à nous. Au centre de Jupiter, on pense qu'il y a un noyau qui fait 15 ou 20 fois la masse de la Terre. Donc pour faire ça, il faut être loin. Pourquoi il faut être loin? Parce que si vous êtes loin, il fait froid. Si vous avez froid, tous les constituants volatiles sont sous forme de grains, de glace essentiellement, H2O, CH4, NH3. Et donc là, vous pouvez grossir très rapidement un noyau de masse suffisante pour acquérir du glace de l'atmosphère autour. Donc l'idée que les planètes géantes sont loin et que les planètes internes sont près, ça collait. Jusqu'au jour où on voit des planètes géantes tout près. Et la seule manière qu'on a eu d'expliquer ça, c'est de dire qu'entre le moment où la planète se forme, c'est-à-dire loin, et le moment où vous l'observez, elle s'est déplacée, elle a migré vers l'intérieur. Non pas en rentrant comme ça, bien sûr, en spiralant, mais en se rapprochant. Et elle se rapproche, et elle ne s'arrêtera que s'il n'y a plus de gaz. Tant qu'il y a du gaz, ça va continuer. Et si elle est à une distance inférieure à 0,03 ou 0,04 unités astronomiques, elle peut être stable sur des milliards d'années, sinon elle va disparaître. Et donc c'est ça qui explique qu'on trouve des planètes géantes proches de leur étoile, ailleurs que sur Terre. Et d'un coup, on se dit, mais attends, il y a un problème, parce que lorsque la planète géante rentre dans le système interne comme ça, qu'est-ce qu'il advient au disque de matière? Est-ce qu'il reste stable ou pas? Et la réponse est assez simple. Si ça se fait très vite et que le gaz reste comme ça et que les grains sont des petits grains tout seuls, oui, elle passe. Mais s'il y a eu le temps que les grains commencent à grossir, alors au fur et à mesure que la planète rentre dans le disque, elle vide la cavité. Et elle vide la cavité au tel point que si elle va très près de l'étoile, il n'y a plus rien pour fabriquer des planètes internes. D'où la question, est-ce que le fait qu'on soit là est lié au fait que Jupiter et Saturne sont restés à l'extérieur? S'ils sont restés à l'extérieur, pourquoi? Alors que partout ailleurs, on voit que la migration existe. Tout ça, c'était l'introduction de ce que je vais dire sur ce sujet-là. À l'instant, c'est qu'il y a moins d'une dizaine d'années, il y a un groupe, donc à Nice, avec notre ami Alessandro Morbidelli, qui a dit non. Chez nous aussi, il y a eu de la migration. Mais la migration, à nouveau, c'est un processus générique qui, partout, peut prendre une forme différente. Et voilà ce qu'il propose comme migration particulière dans notre propre système, qui rend compte de ce que l'on voit.
Et son observation, et c'est ça que je trouve merveilleux, on travaillait beaucoup ensemble, nous on était très impliqués dans les affaires martiennes. Voilà ici la distribution en taille des 4 planètes internes. Je n'ai pas mis d'eau et de choses comme ça, c'est à la fin de l'accrétion. À droite, il y a le Soleil, et puis vous avez Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ça, c'est la taille relative. Pas la distance relative, mais la taille relative. Or, ils se disent la chose suivante. Si j'ai un disque initial comme ça, donc j'ai mis en bleu ce qui est au-delà de la ligne des glaces, là où les grains de glace peuvent condenser, puis à l'intérieur, il fait trop chaud, il n'y a que de la vapeur d'eau. Si vous condensez, vous faites évoluer ce disque-là pour regarder ce que ça donne en termes de planètes, voilà ce que vous trouvez. Mars devrait être au moins aussi gros que la Terre, voire plus gros que la Terre. Or, ce n'est pas ça qu'on a, c'est ça qu'on a. Alors, la plupart des gens se disent, bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ce qu'a dit Morbidelli, c'est que non, si c'est comme ça, au lieu d'être comme ça reflète quelque chose d'absolument fondamental. Et ce que ça reflète, c'est une migration très particulière qui était celle de notre propre système. Et l'idée, c'est que pour avoir ça, il faut que le disque à partir duquel vous allez fabriquer vos planètes soit confiné au centre. Alors pas exactement, c'est pas du blanc-noir binaire, c'est pour ça que je fais plutôt un truc comme ça, mais c'est difficile même avec Adobe de faire un truc qui soit plus foncé au centre qu'à l'extérieur. L'idée, voilà, c'est que si vous avez ça, quand vous allez condenser, on voit bien que si Mars est un peu à l'extérieur, il va être plus petit parce qu'il y a moins de matériel, tout simplement. Alors, comment est-ce que ça a pu marcher? Il se dit, voilà, supposons qu'on ait Jupiter qui se forme, effectivement, au fur et à mesure où il rentre, il vide tout et il chasse comme ça. Et vous voyez que s'il continue jusqu'à son terme, cette migration-là, il y a 0 chance pour qu'on soit là. Et il dit, non, mais à un moment donné, quand Jupiter est arrivé à peu près au niveau d'aujourd'hui, l'orbite de Mars, il y a autre chose qui se passait, c'est dans notre disque, plus loin, il y a une autre planète géante, enfin il y en avait d'autres, qui était en train de se former, dont une qui s'appelle Saturne. Et Saturne a mis plus de temps pour grossir, parce que c'était plus loin, il y avait moins de matériaux dans le disque. Elle s'est mise à se précipiter dans le système interne. Alors, ce n'est pas cette flèche-là, à nouveau, sa spirale. Et elle est rentrée dans le système interne jusqu'à arriver à une distance, qui est une distance de résonance, où elle faisait 2 tours Saturne quand Jupiter en faisait 3. Et vous savez qu'en physique, chaque fois que vous avez résonance, c'est-à-dire qu'on vous retrouve toujours la même chose, il y a quelque chose qui augmente, en l'occurrence, soit l'excentricité, soit... Le système s'est bloqué en résonance. Et c'est ça qui est extraordinaire, compte tenu du rapport de masse entre Jupiter et Saturne. La suite va dépendre de ça. Si Saturne avait été plus massif qu'il n'était, les deux auraient continué vers le Soleil. Et on n'aurait pas été là non plus. Si Saturne avait été moins massive qu'elle ne l'était, elle n'aurait pas pu empêcher Jupiter de continuer. Le rapport de masse fait que, c'est ça le travail de Morbidelli et de ses étudiants, c'était de montrer que compte tenu du rapport de masse, les 2 planètes ont à ce moment-là une migration qui, au lieu d'aller vers l'intérieur, les pousse vers l'extérieur. Et ça se retrouve comme ça, en laissant un disque confiné à peu près au niveau de l'orbite de la Terre actuelle. Et c'est ça qui a donné, finalement, cette distribution-là. Donc si je donne cette idée-là, c'est à nouveau pour montrer comment un processus parfaitement générique qu'on trouve partout, selon la forme qu'il va prendre, va imposer une évolution particulière. Si Saturne avait retrouvé Jupiter un peu plus à une autre distance, la Terre n'aurait pas cette dimension-là, etc., etc. Toute l'histoire du système solaire n'est fait qu'une succession comme ça de processus dont la contingence va imposer la forme. Et ce qui fait la diversité que l'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la diversité des lois, ce n'est pas la diversité des processus, c'est la diversité des formes prises. Comme on dit toujours, il faut des lois pour structurer, mais il faut à l'intérieur des lois la liberté possible d'évoluer qui va donner la richesse de cette diversité. Donc voilà pourquoi je pense que tout ce qui est unificateur ne rend pas compte de cette complexité-là. Mais c'est là qu'il y a un problème marrant auquel la Lune va revenir. C'est que si ce n'était que ça, vu qu'à l'intérieur c'est un matériau qui est anhydre et qu'à l'extérieur il y a de la flotte, on ne comprend pas comment l'eau est arrivée sur Terre. Parce que si l'eau n'était formée que de ça, ça ne va pas marcher. Et pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, on a de bonnes raisons de penser que l'eau, contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas quelque chose qui est arrivé après, comme un petit vernis de surface qui est arrivé. L'eau est arrivée par des objets qui nécessairement contiennent de l'eau, c'est-à-dire qui viennent du système solaire externe, type des comètes, éventuellement s'arrêtant au niveau des astéroïdes sur le chemin, mais ils sont arrivés comme ça. Mais ils sont arrivés pendant la turbulence qui a fait croître les objets, ce qui veut dire qu'à la fin de la phase d'accrétion, on avait des objets qui étaient très majoritairement faits du matériau interne, plus des grains de glace et de matière carbonée venaient de l'extérieur. Vous les faites grossir comme ça. Et la question, c'est comment, à partir de là, vous fabriquez des océans. Vous avez de l'eau à l'intérieur, comment ça va en surface? Et vous verrez que ça a une importance aussi par rapport à la question de savoir s'il y en a sur la Lune, s'il y en a sur Mars, etc. Comment est-ce qu'elle provient en surface? Ça, c'est une proposition que moi je fais et que d'autres probablement vont faire aussi, c'est que c'est précisément un résultat de l'impact dans la géométrie très particulière de l'impact qui a donné naissance à la Lune. Pourquoi? Parce que cet impact-là, il a commencé par faire un océan de magma. Et contrairement à ce que l'intuition
tendrait à dire, si vous faites un magma, vous allez dire que ça fait chasser la flotte. C'est le contraire qui se passe. L'eau, comme on le sait, adore au contraire ces phases, si possible même ionisées, à haute température. C'est quand le magma s'est refroidi et contracté qu'effectivement une partie de la flotte est repartie vers la surface. Peut-être que 10%. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en arrivant en surface, cette eau a trouvé des conditions thermodynamiques qui, compte tenu de l'impact particulier, avaient chassé une grande partie peut-être des centaines de bars de CO2 qu'il pouvait y avoir, ou autre chose, on ne sait pas bien sûr ce qu'il y avait à l'époque, mais c'était des conditions thermodynamiques qui la faisaient que l'eau était au-dessus du point triple à nouveau et en dessous du point critique. Donc l'eau est arrivée en état de stabilité. Et donc les océans probablement se sont formés très tôt dans l'histoire. Il y a peut-être 4,2, 4,3, peut-être 4,4 milliards d'années. Et d'ailleurs, ce même groupe de Nice a montré que ce qui s'est passé après, dans le fameux grand bombardement, n'a pas pu évacuer plus que peut-être 15 à 20% au maximum des océans. Donc les océans terrestres, pas dans la géographie forcément actuelle, mais comme étendue stable, pérenne, sont comme tels depuis peut-être 4,3 milliards d'années sur Terre. Ce qui veut dire que les conditions d'apparition du vivant, c'est à cette époque-là qu'il faut les chercher. Quand on dit que la vie est apparue à 3,7 milliards d'années, on pourra en reparler, je pense que c'est une aberration, c'est le syndrome du réverbère. On ne peut pas voir plus vieux parce qu'il n'y a rien de plus vieux sur Terre, donc on dit c'était là. Je suis convaincu que c'était avant, parce que les vraies conditions d'habitabilité, elles étaient très tôt probablement dans l'histoire, mais on ne les connaît pas. Donc une partie de l'eau est arrivée comme ça, mais toute l'eau non, une partie est remontée dans les couches externes qui sont devenues le manteau terrestre, et vous êtes mieux placé que moi pour savoir que c'est le degré d'hydratation qui est un des critères qui permet de modifier la viscosité des choses et de rendre compte d'une tectonique particulière, qui est une tectonique à une dizaine de plaques sur Terre, alors que ça pourrait être moins ou plus si le degré avait été différent. Tout ça, c'est pour montrer comment la géométrie de l'impact, à nouveau, ou pas seulement la géométrie, les caractéristiques de l'impact peuvent être responsables d'une manière critique de l'évolution après. Donc, maintenant, je vais simplement résumer pour vous dire comment, sur les affaires lunaires, qui ont initié tout ce processus-là, on arrive à une modification très sensible de notre vision de l'évolution des planètes et de la Terre en particulier. D'abord, cette histoire de générique versus la contingence, je n'ai pas besoin d'en dire plus, je l'ai déjà dit. Donc, la Lune, elle a une formation très contingente, une formation très particulière, et de la manière dont elle a été formée, elle a agi d'une manière très particulière sur la Terre elle-même. Donc l'effet de la Lune sur la Terre existe, pas celui des coupeurs de cheveux et de nos amis agricoles, mais il y a un effet gravitationnel très important, bien sûr. Maintenant, c'est convaincu. Mais il faut voir qu'on a découvert tout ça avec un échantillonnage qui est celui des missions Apollo et Luna, qui est en fait extraordinairement partial, parce qu'ils viennent tous de la même face et surtout de la plupart des continents qui ont toute la raison, on a toutes les raisons de penser que c'est peut-être un ou deux phénomènes singulier qui a fabriqué l'ensemble du matériau qui a été collecté là. On a une très grande ignorance du matériau global, en particulier de la croûte primordiale, qu'on va retrouver sur la face cachée, d'où l'importance d'aller sur la face cachée maintenant. Bien sûr, c'est compliqué d'aller sur la face cachée. Aucune mission pour l'instant ne l'a fait, sauf celle des Chinois d'il y a quelques semaines, parce que si vous êtes sur la face cachée, par définition, vous ne pouvez pas communiquer avec la Terre, donc ça suppose d'avoir un satellite relais de l'autre côté de la Lune. Et effectivement, en mai de l'année dernière, les Chinois ont envoyé un satellite qui est au point de Lagrange L2, de l'autre côté de la Lune. En fait, pas exactement au point de Lagrange, sinon il serait dans l'ombre de la Terre, mais en évoluant autour, et il sert de relais à la face cachée. Et en décembre dernier, ils ont envoyé effectivement un engin qui s'appelle Chang'e 4, qui s'est posé sur la face cachée, qu'on opère, puisque moi je m'en suis occupé il y a 2-3 jours. C'est même très impressionnant de faire ça, parce que vous faites un petit quelque chose et ça répond tout de suite. Et ils vont faire mieux. Et c'est ça que je veux dire ici, pour terminer. Ce programme, ils ne sont pas les seuls, mais c'est le plus ambitieux de ceux que je connais maintenant. Maintenant, à peu près toutes les agences veulent retourner. Mais pour l'ESA, ça sera compliqué, ça sera après ExoMars, qui elle-même a beaucoup de difficultés, donc je ne sais pas trop quand ça va se faire. Les soviétiques devenus russes aimeraient continuer, et ils prévoient d'ailleurs de faire un Luna 25. Ils vont continuer la série, Luna 24, 176. Ils ont un Luna 25, 26, 27, où ils repartent en fait sur tout ce qu'ils ont fait à l'époque, en recommençant à faire un orbiteur d'abord, puis ensuite un lander, peut-être un rover, puis un retour d'échantillon. Si tout ça marche, ça pourrait se faire dans les dizaines d'années qui viennent, mais ils ne sont pas eux-mêmes sûrs d'avoir acquis à nouveau la capacité qu'ils avaient il y a 40, 50 ans, on peut dire, pratiquement. Les Américains veulent y retourner aussi pour des raisons à nouveau plus géostratégiques que scientifiques. Les Chinois ont un programme très ambitieux auquel la France va probablement coopérer, et il y a des accords à haut niveau qui vont se faire
en particulier le président chinois vient dans 15 jours en France, il va probablement, et le CNES voudrait qu'il y ait quelques lignes dites sur une perspective de coopération, même si c'est très large. Leur programme, c'est le suivant. Chang'e 4 s'est donc posé, je dois avoir une image ici, donc quand même je vais vous la mettre. Ça, c'est une image de janvier dernier, où ils ont un lander au premier plan, avec les roues qui ont servi au rover de sortir. Vous voyez le petit rover qui tourne là-bas. Le rover continue à travailler, 15 jours par mois. Là, il y a la 3e journée lunaire qui s'achève, là, demain. Ils travaillent effectivement. La plupart des instruments qu'ils ont à bord continuent à travailler. Ils vont essayer d'aller au maximum. Il a fait une centaine de mètres pour l'instant. Il a commencé à analyser par spectrométrie infrarouge le sol qu'il voit, y compris des grands cailloux qui sont à la surface, dont ils ne savent pas si c'est des résidus d'impact ou pas. Ils font ça parce que pour la première fois, donc, ils veulent mettre des rovers qui circulent avec l'idée qu'à la fin de cette année, si tout marche bien, ou plus tard dans un an, ils vont se poser sur la face cachée d'abord pour faire, ça sera donc Chang'e 5, pour faire un retour automatique d'échantillons, et ils veulent refaire d'un coup ce que les soviétiques ont fait jusqu'en 1976, c'est-à-dire dans la même sonde, un double échantillonnage à la surface de plusieurs dizaines de grammes et d'une carotte de 2 mètres. Ils veulent faire un carottage de 2 mètres. Ils ont aussi un système de fabrication d'un tauron comme ça dans leur capsule de retour, et ça va venir tout de suite. Donc dans un an, on devrait avoir dans nos laboratoires les échantillons de Chang'e 5 de la face qui nous fait face. Ils ont à peu près, ça sera au nord-ouest de la face visible. Et si ça marche bien, un an ou deux plus tard, ils veulent faire la même chose sur la face cachée. Et Chang'e 6, c'est ça, et ça va être un pas, à mon avis, considérable, parce que pour la première fois, on va échantillonner la croûte lunaire de l'autre côté, donc, où il y a très peu de mer. S'ils arrivent à tomber sur un endroit où il n'y a pas de mer, et en fait, ça ne serait pas de chance qu'ils tombent sur une mer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de l'autre côté, on devrait avoir la croûte anorthositique revenue ici, avec la possibilité non seulement de la dater, mais d'avoir toutes ses propriétés pour comprendre l'origine et la formation de cet objet-là. Voilà, et donc ça c'est un dessin de Chang'e 5 et 6, vous avez en bas l'orbiteur, au milieu le lander, et tout en haut la capsule qui reviendra sur Terre avec un tir automatique, et ça c'est pour la fin de cette année. Voilà, je termine en disant qu'effectivement, en quelques années, l'exploration spatiale a vraiment bousculé des paradigmes très importants. Quand on réfléchit aux questions qu'on se pose maintenant par rapport à ce qui se posait quand on a démarré, les gens de ma génération, le spatial à l'époque, on s'aperçoit que c'est des sondes de nouvelle génération. Je pense qu'on clôt une ère spatiale. La première, ce que l'humanité reconnaîtra comme la première ère d'exploration spatiale, qui a été initiée donc par Luna 1 en janvier 1959. Elle est en train de se conclure maintenant. On a été voir un peu tout le monde et on repart maintenant avec des questions totalement différentes qui ont trait essentiellement à l'unicité de la Terre, à quelle échelle dans l'espace et le temps elle est unique et quels sont les moteurs sur toute cette unicité. Et on va retrouver la Lune au carrefour de ces questions. Merci bien.